Bonjour à tout le monde. Je sais que ça va être difficile à suivre le troisième exposé sur les mathématiques encore. Donc je vais essayer, si vous voulez, faire le plus attractif possible, le plus simple, mais en sachant qu'à un certain moment, donc, il faut quand même parler des choses un peu plus compliquées, mais je vais pas, j'espère que ça ne sera pas trop long. Donc, je vais me présenter un petit peu comme mes prédécesseurs. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'Institut de mathématiques de Bourgogne, ici à l'Université de Bourgogne. Donc, quelques mots sur ce métier, parce que peut-être que vous n'êtes pas trop familier. Donc, notre métier comporte deux aspects, celui d'enseignant. Donc, nous sommes tout simplement des profs de maths, donc à tous les niveaux, les licences L1, L2, L3. Master aussi, donc nous intervenons dans la fac de mathématiques, mais aussi dans les autres facs de Sourdijon, donc en psychologie, en sociologie, en médecine, en biologie aussi. Et donc l'autre côté, le deuxième côté, donc puisqu'on est enseignant et chercheur, donc l'autre côté, concerne la recherche. Moi, donc chacun on est spécialisé dans un domaine. Donc ma spécialité c'est statistique, c'est la statistique, et plus précisément la théorie des sondages. Donc nous, voilà, vous allez dire qu'est-ce qu'on cherche. Donc c'est la question, elle peut être vague et précise à la fois. Donc en statistique, nous avons quelque part la chance de pouvoir expliquer ça assez simplement. Donc ça part d'un phénomène pratique, donc ça vient des biologistes ou des médecins, donc ils ont un problème, ils viennent nous poser la question, donc est-ce qu'ils ont raison de penser que c'est comme l'expérience leur dise ? Donc les expériences leur disent. Donc ce qu'on allait faire, on va chercher les outils mathématiques, les théorèmes, si vous voulez, en quelque sorte, pour dire oui, vous avez raison, c'est tel résultat, on applique ou plusieurs résultats, vous donne que votre intuition, parce qu'en statistique c'est vraiment quelque chose qui nous demande beaucoup d'intuition. Vous disiez vrai, ou sinon, non, en effet, vous êtes trompé, puisque voilà, ça contredit, on a un tel théorème qui nous dit que c'est exactement, ça ne peut pas se passer de cette façon. Ou sinon, après, l'autre situation, donc ça vient vraiment de la pratique, et on va chercher le cadre théorique qui va expliquer pourquoi ça se passe comme ça, ou quel est le modèle qui va nous modéliser cette expérience, ou sinon aussi, on peut avoir un problème purement théorique, on se le pose et après, parfois quelques années plus tard, on va avoir la situation pratique qui va se coller, si vous voulez, vraiment sur le problème qu'on avait cherché de façon théorique dans nos bureaux, donc avec une feuille et un crayon, vraiment on utilise encore à l'ancienne, si vous voulez. Donc là, c'est un petit peu dans cette situation, donc c'est vraiment un problème Fermat, donc le point de Fermat, qui a été posé il y a presque 400 ans. Et peut-être qu'il s'en doutait pas trop que, du moment où il a lancé ce défi, que presque 4 siècles plus tard, le problème ou le défi qu'il avait lancé, il allait encore nous surprendre. Pourquoi? Parce que vous allez voir, je vais vous donner des nouvelles applications, si vous voulez, ou des nouvelles interprétations, surtout maintenant, aujourd'hui, comme Loïc l'a présenté, avec toutes les... avec cette nouvelle ère de Big Data, c'est-à-dire voilà, beaucoup de données, et quelles sont les difficultés, quels sont les avantages, il les a présentés un petit peu, mais plutôt les difficultés qui ajoutent cette volumétrie immense des données. Donc, une toute petite présentation de mon exposé. Donc, je vais commencer par présenter le point de Fermat ou le problème de Fermat posé initialement pour 3 points dans le plan. Et ensuite, passer au problème de Weber, problème de transport de Weber. Et nous allons voir comment, en effet, les solutions géométriques, purement géométriques, proposées dans le cadre du point de Fermat, donc dans le premier cas, comment elles ne peuvent plus être utilisées pour résoudre ce deuxième problème de Weber. Donc nous allons et il faut chercher, donc à ce moment, inventer, si vous voulez, une méthode numérique. Donc je vais expliquer un peu plus tard ce que ça veut dire, ou si vous voulez même très rapidement, quelque chose qu'on peut calculer à l'aide d'un ordinateur et qui marche rapidement. Donc une méthode qui marchera quel que soit le nombre de points. Qu'on a 3 points, ou 4, ou 5, ou 1000, ou des millions, comme on peut l'avoir dans le cas des big data.
Donc cela va nous amener un petit peu voyage, si vous voulez, puisque voilà, on est dans le cas du transport, mais donc on a un voyage, si vous voulez, du point de vue figuratif plutôt. Donc on va être dans le cas d'un algorithme informatique. Nous allons voir rapidement qu'est-ce que ça veut dire un algorithme informatique. Peut-être que vous avez déjà vu, voilà, c'est connu, si vous êtes passionné donc par l'informatique ou par la programmation plutôt. Et je vais finir donc, avec deux applications. C'est pour ça que je disais que ça n'arrête pas de nous surprendre, ce problème, un vieux problème de presque 400 ans, puisqu'on a d'autres applications à part le problème de transport, des applications dans la statistique, et j'ai choisi aussi celle de la recherche médicale, et plus précisément dans la neuroscience. Donc on commence avec le petit voyage, donc dans le temps, on commence avec Pierre de Fermat. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Donc, c'est un célèbre mathématicien français qui est né donc la première décennie du XVIIe siècle à Montauban, à côté de Toulouse. Il était magistrat de métier, provenait d'une famille aisée, très aisée même, et il s'intéressait aux sciences, plus particulièrement aux mathématiques et à la physique. Donc, il y a beaucoup de théorèmes en mathématiques qui portent son nom, et dont le dernier problème a été résolu il y a eu une vingtaine d'années. Donc il a fallu vraiment beaucoup d'énergie pour résoudre son dernier, on va dire, conjecture, en effet. Alors, l'exposé d'aujourd'hui pose sur, si vous voulez dire, un petit défi posé par Fermat, en 1636, pardon. On croit que peut-être qu'il l'a envoyé spécifiquement à Torricelli, mais bon, je n'ai pas trouvé de source qui spécifie vraiment cela. Donc son défi, c'était le suivant. Donc, étant donné 3 points, en trouver un quatrième, tel que la somme de ces distances aux 3 points donnés soit minimale, donc c'est-à-dire la plus petite possible. Donc il s'agit ici de trouver un point, donc un problème, on appelle aussi un problème d'optimisation. Donc on veut trouver un point qui va minimiser une certaine quantité. Et il faut savoir qu'en mathématiques, de tel problème, il se pose très souvent. Chercher le minimum ou le maximum. D'accord. Et Fermat, il a eu une grande contribution à ce sujet. Donc il s'agit de ce type de problème parce que souvent, il provient de la vie réelle. Donc il pose, on a un problème dans la vie réelle, souvent on veut minimiser quelque chose ou maximiser. Donc c'est pour cela que les mathématiciens sont posés cette question. Alors juste pour figurer un petit peu, illustrer un petit peu son problème. Donc nous avons 3 points A, B, C dans le plan. Donc vous pouvez imaginer, vous avez le stade de foot par exemple, la piscine et le centre-ville. Donc l'idée c'est où on peut placer notre maison, on va dire, telle que la somme de distance au stade, à la piscine, au centre-ville, soit la plus petite possible. Donc voilà, on veut être, ça c'est pour 3 points, et dans le plan, on veut être vraiment mieux placé pour toucher ces 3 objectifs qui nous intéressent. Donc F, c'est donc la question qui s'existe d'abord, est-ce qu'il existe un point qui a cette propriété? Ensuite, c'est vrai qu'on peut se poser, est-ce qu'il existe un seul point, ou il y a plusieurs, il y en a 2, 3, ou même plus que ça. Et donc ça, c'était la question le défi de Fermat. Et juste un point G, ici le point G, c'est pour mettre en évidence, c'est ce que j'appelle le centre de gravité, donc c'est le point dont les coordonnées sont les moyennes des coordonnées de A et B et C. Mais on va voir en effet que ce point, ce n'est pas le point qui réalise ce minimum. Alors, Torricelli répond à ce défi, donc il propose quelques années plus tard une solution géométrique. Donc il montre qu'il construit, il lit ce point, il va se trouver, on va voir tout de suite, il va se trouver en effet à l'intersection des 3 cercles circonscrits au triangle. Donc on va voir tout de suite sur le dessin, c'est plus simple à expliquer. Et ensuite, après cette date, il y a d'autres mathématiciens de l'époque qui ont proposé des solutions différentes, toutes géométriques, c'est-à-dire qui utilisent des constructions, des nouvelles constructions, d'ailleurs qui portent, même aujourd'hui, ils portent leur nom. Il y a le théorème de Viviani et la droite de Simpson, donc sont restés célèbres. Mais je répète, et ça c'est très important de le signaler, c'est que toutes les méthodes sont géométriques, c'est-à-dire elles sont basées sur des constructions. Et donc l'idée, si on passe après à 4 points, il faut faire une nouvelle construction. À 5 points, de nouveau une nouvelle construction. Donc il faut tout repartir de 0.
on n'a pas quelque chose qui, on va dire, c'est facile à être généralisé. C'est-à-dire que si j'ai 3, 4, 5, 10, 10 000, 1 million de points, j'applique tout le temps la même méthode. Donc c'est ça un petit peu les défauts des méthodes qui ont été proposées. Mais on va voir un tout petit peu, je ne vais pas donner la démonstration de Torricelli, juste les montrer 3 propriétés remarquables de ce point. Une surtout celle que, donc pour cela, donc je disais on va faire donc on va construire, on a les 3, pardon, donc voilà les 3 points A, B, C comme au début, et on construit sur les côtés AB, BC et AC 3 triangles équilatéraux. D'accord, donc on obtient les points R, Q et P. Ensuite, on construit donc on va tracer les cercles circonscrits au point A, R, B, donc c'est le grand cercle ici, et ensuite circonscrit au triangle A, Q et C, donc c'est le deuxième cercle un peu plus petit. Et le deuxième point d'intersection, on va le noter par F ici. Alors, donc ce point ici va se trouver sur les 2 cercles. Donc si on considère le quadrilatère A, R, B, F, donc il y a une propriété dans donc pour les quadrilatères qui sont inscrits dans un cercle, c'est que la somme des mesures des angles opposés, elle fait 180 degrés. Donc comme la mesure de cet angle, elle était 60, puisqu'on avait un triangle équilatéral, donc il implique que la mesure de l'angle AFB, elle sera égale à 120 degrés. Puisque je répète, la somme des mesures des angles dans un quadrilatère inscrit est égale à 180 degrés. Ça, c'est une propriété donc de ce type de quadrilatère. En utilisant le même argument, on va obtenir que l'autre angle en AF il est aussi égal à 120 degrés. Et si on fait la différence, cela implique que la mesure de BFC, elle sera égale aussi à 120 degrés. Donc voilà une des premières propriétés du point de Fermat. Puisqu'en effet F c'est le point de Fermat, c'est que les 3 angles qui sont formés ont la même mesure. Et donc cela implique en dernier que le point F il va se trouver aussi sur le cercle circonscrit au triangle BCP. Donc on a en particulier cette propriété des angles de la même mesure, égale à 120 degrés. Les 3 cercles sont circonscrits. Et en particulier aussi, si on utilise de nouveau le théorème de l'angle inscrit, on obtiendra que les droites BQ, si on prend les droites donc R, C et AP, sont concurrents également en F. Bon, là c'est juste pour montrer les propriétés de F. On ne montre pas que le point, il minimise, en effet c'est ça qu'on devrait montrer en plus, que le point c'est le point pour lequel on a la plus petite distance possible. Mais cela nécessite une nouvelle construction que je ne vais pas donner aujourd'hui, ce n'est pas le but d'ailleurs. Donc on a ces 3 belles propriétés, mais ça, on va le voir, c'est valable que pour 3 points. Et donc ceux qui, à l'époque, c'est vrai qu'ils aimaient, donc c'était les constructions géométriques, la géométrie était quelque chose qui préoccupait beaucoup les gens. Mais donc c'est là, ça s'était arrêté à peu près donc à cette époque-là. Sauf que en 1900, donc ça c'est les 3 propriétés. En 1909, Weber, donc il revient quelque part avec un problème de transport qui ressemble, on va voir, un petit peu au problème de Fermat. C'est-à-dire, donc le problème de transport qui est en ce moment, c'est le suivant. Donc une entreprise, donc, elle se pose la question où placer un entrepôt qui est ici donc placé en rouge, tel que la somme des coûts de transport à plusieurs clients, donc c'est les petits bâtiments qui sont dessinés sous le dessin, soit la plus petite possible. Donc vous vous rendez compte que si on n'a que 3 clients, cela nous donne le problème de Fermat. On est de nouveau dans le même cadre et le point donc, où placer l'entrepôt, il est facilement trouvé. Mais comment on fait si on va partir, ce que je disais plus tôt, si on veut avoir 4 clients ou 5 ou plusieurs dizaines? On ne peut pas généraliser les méthodes géométriques. Et à ce moment-là aussi, donc on se pose de façon plus... donc les questions clés, si vous voulez, qu'auparavant, elles ne s'étaient pas posées de façon ouverte, sur l'existence et l'unicité de ce point-là, alors là, elles se posent vraiment. Donc
on s'interroge parce qu'en même temps, donc on n'arrive pas à le construire par des méthodes géométriques, mais on se pose quand même la question, est-ce qu'on pouvait montrer qu'il existe au moins, et s'il existe, qu'il est unique? Et ça a été prouvé, en effet, que très rigoureusement que récemment. C'est vrai qu'il a été prouvé pour des espaces très généraux, pas que dans le plan, et donc en utilisant des théorèmes de l'analyse. Donc je répète, la question en effet pour les deux questions c'est oui, donc il existe un tel point et oui il est unique, mais le problème c'est que les démonstrations utilisées par la démonstration donnée par Camperman, il ne va pas nous dire tel point il va se trouver à tel endroit, il ne nous donne pas les coordonnées, il nous dit juste il existe et il est unique. C'est possible, oui c'est possible sans le déterminer, donc on peut dire en utilisant des théorèmes, de dire avec certitude ou non l'existence et l'unicité. Et pourquoi on ne peut pas passer facilement, pourquoi on ne peut pas le trouver facilement, ce point F, puisque les coordonnées, ces coordonnées de F, ils ne vérifient pas une relation explicite. C'est-à-dire on ne peut pas dire ces coordonnées sont égales à temps. Elles sont définies de façon implicite. Donc on ne peut pas les toucher, si vous voulez, avoir leur vraie valeur. Donc ce qui nous amène en effet de trouver une méthode, quelque chose d'approché, si vous voulez, quelque chose qu'on va répéter en plus un certain nombre de fois et qui va nous amener à quelque chose de très proche de la vraie solution. Donc ça, c'est l'idée justement d'un algorithme, et plus précisément d'un algorithme informatique. Donc c'est-à-dire, on va trouver une méthode numérique, donc basée sur un processus de calcul mathématique, qui va répéter un certain nombre de fois la même étape. La même étape, il va répéter, et donc d'une étape à l'autre, il va s'approcher de la vraie solution, et on lui donne un critère d'arrêt, c'est-à-dire où on lui dit le nombre de pas qu'il doit faire, où on va lui dire s'il est plus proche de la vraie solution qu'une quantité qu'on va choisir, une très 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 petite, à ce moment-là, qu'il s'arrête. Donc là, c'est quelque part, j'ai déjà dit un petit peu l'algorithme informatique. Je suis allée un petit peu plus vite. Donc, un algorithme, donc le mot algorithme, c'est un petit peu lié à ce qui disait Loïc un peu plus tôt. Donc, c'est arrivé, en effet, le nom, il est après le mathématicien persane Al-Khwarizmi, je pense que c'est ça, vers l'an 820, qui a apporté, en effet, l'écriture décimale des Indiens. Donc, et aussi les règles de calcul qui vont avec. Donc petit à petit, l'idée d'algorithme, en effet, vous le faites tout le temps, l'algorithme. Il ne faut pas penser que l'algorithme, il est lié absolument à la mathématique, ou à l'informatique. Algorithme, ça veut dire aussi donc une méthode pour trier des objets. Vous faites ça tout le temps pour chercher un mot dans le dictionnaire. D'accord ? Il y a une règle, vous avez trouvé la méthode comment faire ça, et ensuite vous l'appliquez. D'accord, donc voilà, une définition la plus simpliste possible, c'est une méthode, quelque chose qu'on va faire de façon systématique. Ensuite, un petit peu pour l'algorithme informatique, ce qu'il faut trouver, c'est ça peut-être le plus dur, c'est trouver les éléments clés de notre mécanisme. Quand on va classer les mots dans un dictionnaire, la langue française, qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'on commence par la première lettre, ensuite la deuxième, et comme ça on va faire un classement par des mots, de tous les mots, dans un dictionnaire. Il y a un nouveau mot, on sait très facilement où le classer. Donc voilà, il faut trouver ça, ce système, ces règles clés, et aussi celles qui marchent le plus vite possible d'un point de vue informatique. Ce qu'il faut savoir aussi, qu'une règle de calcul qu'on a fait à la main, c'est peut-être pas la même qu'on va l'implémenter, c'est-à-dire on va la faire calculer par un ordinateur. Donc, plus rapide possible, vous allez me dire, oui, on a des ordinateurs qui marchent vite maintenant, c'est plus comme, on va dire, il y a 20 ans. Mais malgré cela, le volume de données, il augmente aussi. Donc, c'est toujours la recherche d'un algorithme qui prend très peu de mémoire, on va dire peu de mémoire, pas très peu, et qui calcule vite et rester toujours valable. Donc il y a plusieurs algorithmes pour chercher ce point de fermat. Je vous donne donc celui de Westphal, donc un 37, c'est celui qui marche le plus vite. Je ne vais pas insister sur l'algorithme, c'est juste vous donner un petit peu à quoi ça ressemble un algorithme informatique, des lignes de code. D'accord? Donc vous voyez, c'est très simple, il y a juste quelques lignes.
il comporte une étape d'initialisation, c'est-à-dire on va lui dire d'où il va partir, et ensuite, qu'est-ce qu'il va répéter, et aussi un critère d'arrêt. Donc voilà pour ce point de fermat. Et je vais juste donc, vous montrer une petite animation donc, faite avec Python. Donc Python qui est un langage de programmation qui est assez simple. Pardon. Et donc, en plus, donc, une visualisation en GeoGebra que vous devez peut-être connaître mieux que moi. Donc là, l'idée, c'est donc nous avons 7 points de départ, et le point qui est ici en vert, c'est le point qui va, pour lequel la somme de distance au point de départ, c'est la plus petite possible. Donc là, ce qui est bien, c'est que donc, si on bouge ce point-là, donc on va voir aussi comme il bouge. Donc l'algorithme qui est derrière implémenté, il va recalculer pour ces nouvelles coordonnées du point que j'ai bougé, et il va nous recalculer, il va nous donner les nouvelles coordonnées du point de Fermat. On peut aussi augmenter le nombre de points. Et donc, vous voyez, c'est très rapide. Il va nous donner chaque fois les coordonnées du point de Fermat, et ça, c'est aussi le centre de gravité. Donc, vous remarquez, dans la plupart des cas, les deux ne sont pas confondus. Et donc, voilà pour une petite animation donc, en GeoGebra, et aussi une application, si vous voulez, sur la carte de l'Europe. Donc, ça, c'est accessible sur le site de GeoGebra. Donc, nous avons plusieurs capitales de l'Europe et d'autres villes. Il y a Bordeaux, Lyon, il n'y a pas Dijon. Donc, et donc, où est-ce qu'il serait, donc, par rapport à ces villes de départ, où est-ce qu'il serait le point, donc, si on bouge, voilà, on va mettre à Dijon. Ça n'a pas beaucoup changé. Donc, vous voyez là, donc ce point-là, on va dire que c'est très proche d'une ville en Allemagne. Donc c'est le point qui va se trouver sur le point qui va trouver le plus proche dans un certain sens, au milieu, si vous voulez, voilà, de toutes ces villes de départ. Donc vous imaginez, je ne sais pas, une compagnie routière, donc il doit faire des transports à toutes ces villes-là. Donc cette question de coût se pose effectivement. Donc je ne sais pas ce qu'on peut bouger. Donc vous voyez tout de suite le point d'ici en bleu clair, hein, donc on ne le voit pas très bien, il va bouger également. Donc là, je vais revenir. Et je vais vous présenter, donc là c'était l'application, donc un problème de transport, donc on le voyait vraiment, donc les coûts. Une autre application, c'est un petit peu moins évidente si vous voulez, c'est dans le domaine de la statistique. Donc la statistique est l'idée de médiane, que vous avez peut-être fait à l'école, où je sais que donc ça s'étudie. Ce qu'il faut savoir aussi, l'idée donc des statistiques. Peut-être j'aurais dû dire tout au début, il ne faut pas confondre les statistiques et la matière statistique. Donc les statistiques, ce que peut-être que vous faites voilà, en premier, c'est calculer une moyenne, calculer une médiane aussi, un écart type, une variance. La discipline statistique, c'est quelque chose de beaucoup plus large. C'est une discipline, donc, comme je disais au début, on a des thèmes de recherche, elle est tout le temps, elle évolue tout le temps. C'est vrai que c'est une discipline assez jeune, par rapport à la géométrie, vous avez vu qu'on a... Donc ça commence à antiquité même. Donc un tout petit rappel sur la définition de la médiane. Qu'est-ce que c'est la médiane? Donc c'est un indicateur, voilà, un chiffre qu'on va calculer, un nombre qu'on va calculer. Si on a une variable, c'est-à-dire une quantité, si on s'intéresse à l'âge par exemple, pour une certaine population, les élèves justement de seconde ou du collège. On veut avoir l'âge, donc on peut récupérer l'âge pour chaque individu. On peut calculer l'âge moyen, c'est quelque chose de très simple, donc on va additionner les âges de chaque individu et on va diviser par le nombre d'individus sur lesquels j'ai porté la mesure, en supposant que j'ai l'âge pour chaque individu, sinon voilà, c'est un peu plus compliqué. J'ai un point d'interrogation à la place de l'âge de l'individu qui n'a pas répondu ou que je n'ai pas pu joindre.
Et donc là, c'est l'âge moyen. Donc la moyenne de tous les âges de ma population que j'étudie. Donc là, j'ai juste simplifié parce que sinon on ne voyait rien. J'ai pris 11 individus et ici, c'est les âges. D'accord, les âges. Et l'âge moyen sur cet petit exemple, c'est 23,12 ans. Et la médiane, c'est quelque chose donc qu'il faut qu'on s'intéresse beaucoup en statistique. C'est la valeur de l'âge pour laquelle je veux avoir 50% des individus qui vont avoir un âge inférieur à cette valeur et 50% supérieur. Donc c'est quelque chose, c'est la valeur qui va se trouver au milieu, on va dire. Une fois qu'on a trié, et on a représenté ici, on a trié par ordre croissant, donc on a tous les âges, on les a mis les unes après les autres en ordre croissant. Donc ici, la médiane, c'est égal à 25, donc, et si on regarde, on a 50% plus jeune que cette valeur-là et 50% plus âgé. D'accord? Donc 25 et la moyenne c'est 23,12. Donc pourquoi on s'intéresse à la médiane en statistique parmi d'autres indicateurs? Parce que comme je disais, c'est un indicateur central et aussi parce qu'elle possède une remarquable propriété, celle de ce qu'on appelle de robustesse. C'est-à-dire si mon individu qui a 40 ans ici par exemple, on va le vieillir très vite et il va avoir maintenant 90 ans. Donc la moyenne des âges, maintenant, elle va passer de 23 et quelques à 27,67 ans, alors que la médiane, elle ne va pas bouger. Donc voilà, si j'ai des valeurs qui sont très très grandes ou très très petites par rapport au reste, à la plupart de ma population, la médiane, elle ne va pas être influencée par ces valeurs-là, alors que la moyenne, si. Donc c'est pour ça que c'est un indicateur qui est très intéressant. Alors, quel est le lien entre ça et le point de Fermat? Parce que peut-être que vous n'allez pas le voir. On ne le voit pas tout de suite. Donc maintenant, si on s'intéresse pour chaque individu, en plus de l'âge, on va lui demander le revenu. Bon, on ne va pas demander comme ça, parce que sinon on n'aura personne qui y répondra de façon directe. Donc ce que je veux dire par là, c'est que chaque individu maintenant, il est caractérisé par deux mesures, ou par deux données, ce qui disait mon collègue plus tôt. Donc les données, celles avec lesquelles on travaille, en effet, c'est des mesures de différentes quantités d'intérêt sur les individus, que ce soit l'âge, que ce soit le sexe, que ce soit le nombre de fois que vous êtes connecté à Internet la semaine dernière, le nombre de messages que vous avez envoyés. Donc ce sont des quantités qu'on a pour chaque individu. Et donc aujourd'hui, ce qui arrive, c'est qu'on peut avoir des milliers de mesures pour chaque individu. D'accord? Parce que ça ne coûte pas cher, comme disait Loïc, donc on peut le faire. Donc voilà, c'est pour exemplifier, je fais dans le plan. Donc on n'a que deux mesures. D'accord? Donc la mesure âge qui est sur l'horizontale et la mesure revenu sur la verticale. D'accord? Donc quel serait maintenant l'équivalent de la médiane, mais dans le plan? Donc c'est-à-dire j'ai 3 points. Quelle est la valeur qui va être quelque part au milieu? Donc c'est pour ça le titre de mon exposé, c'est quoi le milieu des 3 points? Donc où il va se trouver ce point par rapport aux 3 points, 3 individus A, B, C de départ. Donc ce qui se passe, c'est que quand nous sommes dans le plan, et encore pire, donc en R3 ou dans l'espace, ou voire même une dimension plus grande, on ne peut pas ordonner les valeurs des quantités d'intérêt comme on l'avait fait dans le plan. Pardon. Donc regardez ici, on a pu ordonner ces valeurs. D'accord? On était sur une droite, on pouvait dire de la plus petite à la plus grande, mettre les valeurs. Alors que quand nous sommes dans le plan, on ne peut plus faire ça. Alors les chercheurs, donc, ils ont cherché une autre façon de faire, et ils ont utilisé une propriété de la médiane, qui est sur la droite et valable aussi, c'est qu'elle minimise, donc cette médiane qui est 25 ici, c'est la valeur de l'âge, pour laquelle la somme de distance aux autres âges est la plus petite possible. Et donc, si on se rappelle le problème de Fermat, c'est exactement le problème posé dans le cas de Fermat. Et donc, ils ont utilisé cette propriété de la médiane qui peut être généralisée, que l'on passe dans le plan, que l'on passe dans l'espace, et même à une dimension plus grande. Et ils ont trouvé donc l'équivalent
de la médiane. C'est une des généralisations, parce qu'il existe plusieurs. Mais l'avantage, donc avec on va voir tout de suite, qu'il garde, la médiane, il garde la propriété de robustesse. Donc si on est ici dans le cas de 3 points, on voit c'est exactement F, ça va être le point de Fermat. Parce qu'on a la même recherche, nous sommes dans le plan, donc F, on sait comment le trouver. Et donc si on veut avoir donc, plusieurs points, donc c'est à ce moment-là qu'il faut utiliser l'algorithme qui marche vite. Et je disais donc il a ce point. Pourquoi le faire comme ça? Parce qu'il a une remarquable propriété de robustesse aussi. Donc là, je vais essayer. Donc c'est les 3 points en bleu, A, B et on va dire C. Et donc le point de Fermat pour cette position, c'est celui qui est donné ici en bleu clair. Donc là, la propriété de robustesse qui est un peu l'équivalent qu'on était sous la droite, c'est-à-dire on pouvait l'individu de 40, on pouvait le visser jusqu'à 90 ou même plus, mais sinon on ne voyait plus rien. L'équivalent ici, c'est je bouge ce point, mais je vais essayer de le faire, pas bouger donc la droite. Si je bouge ce point sur la même droite, vous regardez, le point de Fermat, lui, il ne bouge pas. Donc je peux aller ici aussi loin que possible, mais en gardant la même direction, le point médian, si vous voulez, la médiane, ne va pas changer. Et c'est la même chose pour les autres points. Donc voilà une propriété remarquable de robustesse pour ce point. Pour ce point, donc là, je répète, c'est pour 3 points et dans le plan, mais on peut le faire pour des milliers de points et avec plusieurs dizaines ou centaines de mesures. Mais après, on ne peut plus le représenter facilement comme dans ce cas. Et donc là, je vais finir par une toute petite... Une autre application qui est peut-être moins évidente, c'est en neurosciences, donc une recherche en médecine. Donc il s'agit ici, ce que vous avez à gauche, c'est une photo d'un EEG, c'est un électroencéphalogramme. Voilà. Donc c'est matériel, donc on mesure en effet l'activité électrique du cerveau. Donc vous avez, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien, donc c'est des petits signaux à gauche. Et ici, dans cette zone qui est, donc on a quelque chose qui est très bruité. D'un coup, le signal, il a une amplitude qui est de plus en plus grande. Ce qui se passe, donc ça, ce sont les spécialistes du domaine, donc les médecins. Donc nous, à ce moment donc le travail, à ce moment-là, il est vraiment apprécié parce que c'est les médecins qui peuvent nous dire ces phénomènes-là. Il n'est pas dû, c'est pas qu'il y a un phénomène dans le cerveau qui est vraiment tout à fait différent. C'est que le problème il vient des capteurs, par exemple, les capteurs qui sont posés sur la tête pour avoir cet examen. Ou comme le signal du cerveau est très faible, il suffit d'avoir quelque chose qui va bruiter. Donc ça nous donne ces signaux qui sont très chahutés. Donc le problème, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et donc on ne peut pas l'expliquer ici. S'utiliser cette notion de médiane en grande dimension, donc c'est surtout là en grande dimension, pour enlever donc, ces effets qui sont ce qui s'appelle des effets artefacts. Donc des artefacts, c'est quelque chose qui n'est pas dû à l'activité du cerveau, c'est vos activités qui sont à côté, pour obtenir un encéphalogramme de ce type-là. Donc voilà, c'est des techniques vraiment récentes. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste à ça, mais je voulais vous montrer voilà, des applications, si vous voulez, surprenantes d'un problème donc posé il y a si longtemps, et comme je disais, qu'il n'arrête pas de nous surprendre. Donc, ce côté, je vais finir avec... c'est pas un petit peu donc autour de la recherche, donc c'est pas quelque chose qui est fini, comme c'était dit au discours d'ouverture. Les mathématiques, donc la recherche en mathématiques, elle continue. Donc à l'université de Bourgogne, donc nous sommes une petite équipe en statistique, donc concernée aussi par ces thématiques. Et surtout, ces nouvelles questions liées à la taille des données. Donc la taille des données, je répète, nous avons beaucoup d'individus sur lesquels on mesure énormément de choses. Donc comment faire, comment calculer la médiane donc pour ces gros jeux de données, donc les big data,
ce qui était dit un peu plus tôt. Donc, il y a plusieurs options. Donc on peut faire ce qui s'appelle un sondage dans la base des individus, des données, ou on peut faire ce qui s'appelle les algorithmes de mise à jour automatique. D'accord. À ce moment-là, donc, dans les deux cas, en effet, on obtiendra quelque chose de nouveau approché, mais qui marche vite et qui permet, par exemple, dans le deuxième cas, si un individu il est ajouté à notre étude, il peut récalculer juste en partant du calcul qu'il avait fait auparavant. Il n'y a pas besoin de faire tout le calcul dès le début. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très utile. Donc, ce qu'ils appellent des mises à jour automatiques, donc on peut le faire dans ce cas-là aussi. Donc voilà, j'ai fini mon exposé. Si vous avez des questions, merci beaucoup. Je voulais juste un petit peu vous dire quelque chose, mais peut-être que vous le savez déjà. Donc le message aussi que je voulais passer, mais peut-être que je vais le dire clairement, que si vous aimez bien la statistique, l'informatique, il ne faut pas hésiter pour y aller, parce que les opportunités sont vraiment très grandes et c'est quelque chose qui est à la fois très attirant. Et je vais finir juste par la citation du directeur de Google, je ne sais pas si vous la connaissez, il n'y a pas longtemps, qui avait dit que dans les 20 prochaines années, le métier le plus sexy, c'est la statistique. Donc voilà, merci pour votre attention.